Salut et bienvenue dans mon carnet de bord. Moi, Sébastien, et lui, c'est Marco, ma maison sur roue. Et ensemble, on a quitté la France pour réaliser un rêve un peu fou. Explorer l'Asie par les routes de la soie. Après avoir parcouru plus de 9000 km pendant 7 mois, à explorer 13 pays en Europe, tu l'auras compris. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour découvrir la Turquie, aux portes de l'Asie. 3 mois à explorer ce pays, d'ouest en est, de sa frontière avec la Grèce à celle avec la Géorgie, parcourant près de 4000 km, soit quasiment la moitié de tout ce que j'ai parcouru en Europe. Alors il est temps que je te partage ce que j'ai vécu et appris durant cette étape si symbolique pour moi, qui a été riche en rebondissements, en rencontres et en apprentissage. Mais avant, il est temps que je t'en dise un peu plus sur ce pays. La Turquie est un grand pays, le plus grand que j'ai traversé jusqu'à présent. Et avec ses 785 000 km², c'est presque une fois et demie la France. À cheval entre deux continents, il fait le lien entre l'Europe et l'Asie, où se trouve près de 90% de son territoire. Il est aussi pris entre plusieurs plaques tectoniques, ce qui en fait un pays à l'activité sismique intense, ce qui façonne ses paysages, mais aussi cause des drames, comme avec ce tremblement de terre en 2023, causant plus de 54 000 morts et laissant des séquelles importantes à la population et aux infrastructures. La Turquie compte 85 millions d'habitants, dont 16 millions rien qu'à Istanbul, elle qui fait le lien entre ces deux continents, car elle possède une rive en Europe et l'autre en Asie. Et c'est d'ailleurs en bateau que je changerai pour la première fois de continent. Sa capitale est Ankara, et comme tu te doutes, on y parle le turc, mais aussi le kurde dans certaines régions. Bien qu'étant un pays laïque, la religion musulmane occupe une place importante, et on y pratique principalement un islam sunnite. Elle possède des frontières avec 8 pays voisins. À l'ouest, on retrouve la Bulgarie et la Grèce, à l'est, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Iran, au sud, la Syrie et l'Irak, et au nord, la Géorgie, le prochain pays que j'explorerai. La Turquie est également bordée par deux mers, la mer Méditerranée au sud et la mer Noire au nord. C'est d'ailleurs en Turquie que se trouve le seul passage qui relie ces deux mers. Cette position géographique en fait un carrefour commercial et culturel majeur, jouant un rôle central sur les mythiques routes de la soie et plus récemment sur celles de l'énergie. Les premières traces de civilisation moderne en Mésopotamie, aux successions d'empires romains, ottomans ou encore mongols, en passant par des lieux fondamentaux des religions monothéistes. La Turquie possède une histoire riche. Aujourd'hui, étant une république parlementaire, en tant que Français, nous avons droit à 3 mois sans visa. Alors il est temps de pousser ensemble cette porte vers l'Orient. Ce matin, je me réveille le cœur serré. Serré d'excitation face à une étape importante de l'aventure. Serré de nostalgie, de quitter la Grèce et tous ses bons souvenirs. Mais aussi serré par la peur, celle de l'inconnu. Je me suis souvent imaginé arriver à cette étape symbolique. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Alors c'est au bord de la Méditerranée que je me réveille pour cette dernière fois, en Grèce. Car il est temps de se remettre en route, vers cette fameuse frontière turque. Et cette frontière, je la passerai avec un passager clandestin. Car ce matin, j'ai eu la surprise de trouver un rat dans mon compartiment moteur cherchant un peu de chaleur. Mais impossible de le déloger. Alors c'est ensemble que l'on prendra la route. Une fois les blocages des agriculteurs grecs et les contrôles douaniers passés, c'est avec mon nouveau pote que nous faisons nos premiers tours de roue dans ce pays. Je viens de passer en Turquie. Ah putain, trop bon. Ah, j'avoue, je te donne, elle était un peu impressionnante, mais ça va, c'est bien passé. Je crois que je réalise pas. C'est trop bon. Direction Istanbul. Mais avant, un arrêt s'impose, car un nouveau pays dit une nouvelle monnaie. Ici, c'est le lira. Et après la récente crise économique, 50 liras équivaut à 1 euro. Puis il est temps de trouver un endroit pour passer la nuit. Et c'est ici que je ferai ma première rencontre. J'ai engagé un Turc spécialisé pour les rats. Il vient d'arriver. Viens là, loulou. J'ai besoin de toi. Il y a un rat dans le moteur. Bah oui. Bah oui. Tu manges les rats? Tu veux un rat? Bah ouais. Bon, j'ai essayé de l'embaucher pour me débarrasser de ce squatter de moteur, mais il semblait plutôt intéressé par les caresses et le ton. Le lendemain, j'arriverai à la fameuse et infatigable Istanbul. Mais pour le moment, j'essaie de me frayer un chemin dans ses rues et sa circulation dense. Pas facile avec un faucon. Car ici, et pour la première fois de l'aventure, je vais quitter Marco pendant 1 semaine pour loger dans un appartement. Car cette ville marque des retrouvailles, celle avec mon papa, qui me rejoint pour l'occasion. Et très vite, je prends conscience de l'immensité de la ville. Avec ses 2651 km², c'est l'équivalent de 26 fois la taille de Paris. Autrefois nommée Constantinople, elle fut la capitale de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, puis l'Empire ottoman. Mais aujourd'hui, elle est plutôt la capitale des chats, qui serait plus d'1 million à cohabiter dans la ville, avec la bienveillance des habitants qui s'en occupent. Cette ville, à la croisée des peuples depuis des milliers d'années, me fascine. Et c'est en se perdant dans ce dédale de rues que je découvre cette nouvelle culture.
notamment dans ses bazars, l'équivalent des souks ou des marchés en Turquie. On y retrouve par exemple le Grand Bazar. Avec ses 45 000 m², ses 3600 boutiques étendues sur 64 rues et 22 entrées, c'est tout simplement le marché couvert, le plus grand du monde. Une ville dans la ville. Et ce que j'aime ici, c'est la spécialisation de chaque rue. On y retrouve les rues des tissus, des chaudronniers, des jouets, etc. etc. Ma préférée? Celle des magasins de photos, bien sûr. Istanbul est remarquable, également pour son architecture. Ses citernes souterraines qui conservaient l'eau de la ville. Ses maisons colorées du quartier de Balat. Ses ponts qui surplombent le Bosphore et abritent des pêcheurs. Ses caravansérails, lieux de repos et de commerce des caravanes venues de l'étranger. Et bien évidemment, ses mosquées, aux dômes remarquables qui surplombent la ville du haut de ses 7 collines. Car des mosquées, il y en a. Plus de 85 000 dans le pays, dont 3 000 rien qu'à Istanbul. Avec certaines mythiques, comme celle de Sainte-Sophie, vieille de 1500 ans, ou encore la mosquée du Sultan Ahmed, connue sous le nom de mosquée bleue. C'est l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus sur l'islam. Et pour ça, je peux compter sur la bienveillance et l'ouverture d'esprit des Turcs, qui n'hésitent pas à me parler de leur religion, à échanger ensemble des points de vue, en m'ouvrant même les portes de leur mosquée pour observer les prières. C'est d'ailleurs au rythme de ces chants religieux que je passerai le reste de mon aventure. Car même perdu au cœur de la nature, les appels à la prière résonnent dans tout le pays, notamment pendant le Ramadan. Car j'ai eu la chance de vivre cette période religieuse en Turquie. Une première pour moi dans un pays majoritairement musulman. C'est notamment pendant cette période que je découvre l'hospitalité formidable de la population, qui très souvent n'hésitera pas à t'inviter à rompre le jeûne ensemble pour l'iftar, ou à boire le thé, rien que pour parler pendant 10 ans. Car les Turcs boivent beaucoup de thé. C'est d'ailleurs les plus gros consommateurs du monde, avec des dizaines, voire des vingtaines de thés par jour, dans ces fameuses tasses en forme de tulipe. C'est donc au rythme des rencontres, des post-thés, et aussi de la découverte de la gastronomie turque, que je commence cette nouvelle aventure. Car ces échanges culturels se retrouvent aussi dans l'assiette. Mon arrivée à Istanbul est l'occasion parfaite de découvrir tous ces plats et ces saveurs aux origines asiatiques, méditerranéennes et du Moyen-Orient. Les Turcs sont les pros de la viande et des légumes grillés. On retrouve bien évidemment l'iconique kebab, traditionnellement servi dans une assiette. Et oui, pas dans une galette comme on le connaît en Europe. Car le kebab en galette a été inventé à Berlin, par un Turc dans les années 70-80, qui a changé sa recette pour s'adapter au mode de vie rapide des quartiers d'affaires allemands. Ce Turc était d'ailleurs le petit-fils de l'inventeur de la broche à kebab verticale, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les plats sont toujours servis avec du pain, car les Turcs sont les plus gros consommateurs au monde de pain. Et oui, désolé mes chers compatriotes français, mais avec notre baguette, on fait pas le poids. Car ils mangent environ 200 kg de pain par an et par personne. Et avec cette viande et ces légumes, on retrouve quasiment systématiquement du yaourt. Et oui, du yaourt à boire ou en sauce. Les Turcs raffolent de ce produit. Et j'avoue que j'ai vite pris l'habitude, car ça aide à faire face aux plats épicés dont je ne suis pas encore tout à fait habitué. Et à ma grande surprise, on retrouve également beaucoup de fromage. Mais la gastronomie turque ne se résume pas à des légumes, de la viande grillée ou du yaourt et du pain. Car il existe plus de 500 plats typiques qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Mes préférés? Le çiğ köfte, une pâte de boulgour épicée avec des légumes dans une galette. Vegan, pas cher et retrouvable partout, j'avoue que j'en ai peut-être un peu abusé. Ou encore le menemen, une brouillade d'œufs à la sauce tomate, qui passe à tous les repas, mais notamment consommée ici pour le petit déjeuner. D'ailleurs, les petits déjeuners traditionnels du dimanche en famille sont formidables. Une dizaine de plats différents, du fromage, des plats salés, mais aussi toutes les douceurs phares de la Turquie. Car ici, la pistache, c'est sacré. Et on la retrouve dans toutes ces fameuses pâtisseries, aux déclinaisons variées. Baklava, kunefé et bien d'autres. Des douceurs irrésistibles qui, j'avoue, ont fait du mal à mon budget. On retrouve également les fameuses glaces turques, au lait de chèvre et à la texture beaucoup plus consistante. Istanbul est un régal pour les yeux, mais aussi pour les papilles. Idéal pour se rendre compte de la diversité culinaire du pays. Mais si tu veux vraiment entrer au cœur de cette gastronomie, c'est à Gaziantep qu'il faut aller, considéré comme la cuisine de Turquie. Désormais, il est temps de dire au revoir à Istanbul et à mon père. Mais avant, il nous reste une dernière chose à faire. Assister au mariage de Seyid, notre pote, qui nous a invités pour une célébration traditionnelle kurde.
Le lendemain, il est temps de franchir ce fameux détroit du Bosphore, mais cette fois-ci avec Marco. Et c'est ainsi que je vais faire mon premier tour de roue en Asie, pour découvrir ce pays fascinant et ses paysages grandioses. La Turquie et sa géographie si particulière se retrouvent dans des paysages et des écosystèmes très variés. Au sud-ouest, on trouve des paysages côtiers méditerranéens. Au nord et à l'est, des chaînes de montagnes avec les monts Taurus et la chaîne pontique. Au centre et au sud-est, des hauts plateaux anatoliens semi-désertiques. Le plus haut sommet du pays est le mythique mont Ararat, qui culmine à 5137 mètres. Non loin se trouve le plus grand lac du pays, celui de Van, avec une longueur de 120 km et une profondeur de 451 mètres. Et bien sûr, le fleuve Euphrate, qui a vu naître les civilisations mésopotamiennes, qui se forment dans les montagnes turques avant de traverser la Syrie et de se jeter dans le Tigre, en Irak. Ainsi, dans cette aventure, je traverserai des paysages remarquables et disparates, me retrouvant dans des plaines immenses, des paysages venus tout droit de Mars, au sein de vallées colorées, taillées par les éléments et abritant des civilisations millénaires, au pied de volcans désormais endormis, au cœur de montagnes enneigées, ou au bord de lacs salés. Mais là tout de suite, après l'intense ferveur inarrêtable d'Istanbul, je suis en quête d'un petit coin de nature, où je pourrais me ressourcer et souffler un petit peu. Et en Turquie, on peut facilement se retrouver seul, en pleine nature. Sur ma route, je croise un lieu étrange. Une ville abandonnée de châteaux venus tout droit d'un monde de Disney. Destiné à devenir un lieu de villégiature de luxe, le projet un peu fou de riches entrepreneurs fut abandonné en 2016, suite à des retards dans le chantier et la faillite du promoteur immobilier, laissant ces logements atypiques complètement à l'abandon. Cette quête de nature me guidera dans l'un de mes endroits préférés du pays, les montagnes de Nalian. Des montagnes colorées de grès et d'argile, façonnées par les éléments, offrant un cadre spectaculaire que je n'avais encore jamais rencontré. C'est ici, au creux de ces reliefs, que je trouverai refuge pendant plus d'une semaine. Car pendant cette aventure, j'aime prendre le temps de m'imprégner des lieux que j'habite. Et lorsque je suis bien quelque part, je reste. Ce qui me permet d'explorer, de contempler les courbes, les couleurs, les craquelures de la terre ou les traces de ses habitants. C'est aussi l'occasion pour moi de travailler sur différents projets et de m'essayer à de nouvelles techniques, comme la photo de nuit. C'est ça que j'aime dans ce mode de vie. L'alternance des rythmes en fonction des lieux, des envies, mais aussi de la météo. D'ailleurs, à ce sujet, je dois avouer que j'ai été surpris. Moi qui pensais passer un hiver doux en Turquie, la réalité est tout autre. J'ai mon circuit d'eau qui a gelé cette nuit et aujourd'hui il n'y aura pas de température positive, ni demain d'ailleurs. Donc faut que je trouve des solutions, pour dégeler ça, et j'espère juste une chose, c'est que j'ai pas flingué ma pompe à eau qui est gelée actuellement, parce que sans pompe à eau ça va être compliqué. Et de deux, fabriquer une solution qui permette de faire en sorte que ça gèle plus, avec les moyens du bord, bien évidemment. Après avoir passé une nuit à moins 15 degrés et une bonne partie de la journée sans température positive à essayer de dégeler mon circuit d'eau, je me rends compte des limites de Marco face au froid. Alors il est temps de faire quelques ajustements. J'isole mon circuit, je décloisonne et fais des aérations dans mon coffret d'eau. Et je trouve de quoi dégeler plus rapidement mon système. Et pour ça, je peux compter sur l'aide des Turcs. Content. Vous vous demandez qu'est-ce que je fous dans une ville avec un espèce de tuyau comme ça ? Je cherchais un bout de tuyau pour faire une dérivation de chauffage. Enfin bref, pour faire du bricolage. Et c'est un peu la galère de trouver parce que je suis perdu en Turquie. Et putain, je me suis retrouvé dans un magasin de bricolage, machin. Au final, je suis resté 2 heures parce qu'ils m'ont offert le thé, machin, on a parlé. Ils m'ont emmené dans le chantier d'à côté couper des tuyaux. Bref, j'espère que ça le fera. J'espère que ça va résister à la chaleur. Bon, plus qu'à bricoler, hein. C'est donc ressourcé et un peu mieux préparé face au froid que je me remets en route. Direction une étrange tache blanche que je vois sur la carte et qui m'intrigue un petit peu. Cette tache, c'est le lac salé de Tuzgul. Un lac immense, habituellement sec, laissant apparaître une vaste croûte de sel, parfois aux couleurs rosées. C'est là que provient une partie du sel de Turquie, et que des groupes de flamants roses élisent domicile. Mais à cette période, après de fortes intempéries, celui-ci se couvre d'une fine couche d'eau, qui lorsque le vent tombe, se transforme en miroir naturel. J'ai aimé passer du temps à Salisier, admirant ces magnifiques couchers de soleil. Et c'est d'ailleurs là que je retrouverai un peu par hasard Pascal et son camping-car. Des copains rencontrés quelques semaines plus tôt sur des plages grecques. En direction du sud du pays,
J'arrive dans un endroit qui me rappelle l'activité sismique et volcanique intense de la Turquie, changeant une nouvelle fois radicalement d'environnement. C'est donc sur des pistes de roches volcaniques noires, dans des plaines immenses, que je roule au pied des volcans de Mekke. Des géants aujourd'hui endormis qui émergent du sol, parfois sous forme de collines aux courbes arrondies. Parfois laissant un profond cratère. Et dans certains cas, combinant les deux, laissant cette formation géologique si particulière, prenant pied dans un lac asséché. C'est un terrain de jeu formidable que j'adore explorer avec Marco sur ses innombrables pistes, ou à pied, en grimpant en haut de ces volcans, pour avoir un meilleur aperçu de la région. Là encore, j'y reste quelques jours, au rythme des couchers de soleil, et découvrant mes nouveaux voisins, pour des rencontres privilégiées, au cœur de la nature. Car ici, c'est le territoire des renards, des chacals, mais aussi des lièvres. Et c'est en ces lieux que je ferai l'une des rencontres marquantes de cette aventure en Turquie. C'est après un simple commentaire sur la vidéo de deux voyageurs qui traversent la Turquie en stop que je fais la rencontre quelques jours plus tard de Mathilde et Arnaud. Et cette rencontre se transformera rapidement en moment de découverte et de partage formidable. Mais je vais pas te mentir, j'appréhendais un peu, car moi je suis un solitaire, habitué à voyager seul. Et me retrouver avec deux inconnus, dans 6 mètres carrés, au fin fond de la Turquie, et avec une météo capricieuse, ça peut être un peu compliqué. Mais très vite, au sein de cette région volcanique, au coin d'un feu et autour d'un bon repas, le courant passe, et on apprend rapidement à se connaître. Dès le lendemain, nous reprenons l'exploration du coin. Et pour la première fois de l'aventure, c'est donc à 3, pendant près d'une semaine, que nous reprenons la route à la découverte de nouveaux horizons, qui ne tarderont pas à se montrer. Car nous arrivons au centre du pays, et nous faisons nos premiers pas dans les traces de très anciennes civilisations, en explorant des constructions troglodytes millénaires, symboles de la Turquie, notamment présentes dans cette fameuse région de la Cappadoce. Et nous commençons par la visite du monastère d'Eski, datant de l'époque byzantine au Xe siècle, et découvert en 1962. Un lieu remarquable, étonnamment bien conservé, taillé à la main dans des roches friables, et comptant d'innombrables pièces, au rôle bien précis, reliées par des galeries sinueuses. C'est officiel, les Grecs orthodoxes du XIIe siècle étaient grossophobes. C'est au bord d'un lac, non loin, que nous établissons le camp pour la nuit. Abrité dans une petite carrière de pierre abandonnée, c'est l'occasion pour nous de nous poser un petit peu, de refaire le stock de bois et de faire quelques découvertes. Père, oh là là, il est Il a toutes ses dents. Lui, il se brossait bien les dents. Lui. C'est aussi dans ces moments simples que réside l'âme du voyage et des rencontres. De nouvelles habitudes se forment, les liens se renforcent et de nouveaux apprentissages surviennent. Mais la logistique du voyage n'attend pas. Alors il est temps de refaire le plein de nourriture, de carburant et d'eau pour continuer cette exploration à 3. Et même dans ces moments habituels du quotidien, les aléas du voyage se pointent toujours. Comme avec ce monsieur et sa femme, en panne au bord de la route, non loin de nous. Alors il est temps de rendre un petit peu de toute l'aide et la générosité que nous recevons depuis notre arrivée en Turquie. Une fois tous les pleins faits, nous reprenons la route pour nous établir au bord du lac de Yeşilhisar, où nous resterons quelques jours, au rythme des moments simples, des soirées feu de camp, des bons repas, mais aussi des sessions de travail les jours de pluie. Et rapidement, ces moments laissent place à l'exploration, et nous partons à la découverte de l'ancienne ville de Soğanlı. J'aime explorer ces constructions, nous plongeons dans le passé et laissant libre cours à l'imagination. Cet endroit se trouve dans une vallée impressionnante, où nous élirons domicile au bord de ces falaises, avec une vue plutôt chouette. Mais comme bien souvent avec ce mode de vie nomade, les au revoir ne sont jamais très longs. Et c'est au cœur de la Cappadoce, avec un petit pincement au cœur, que nos chemins se séparent, laissant derrière nous
des souvenirs et des apprentissages mémorables. La Cappadoce est une région phare de la Turquie. Située au centre du pays, elle s'étend sur plus de 10 000 km², constituée de plateaux volcaniques à plus de 1000 mètres d'altitude et de vallées spectaculaires. Cette région est riche en histoire. C'est là où on retrouve la plus grosse concentration de ces constructions troglodytes. Et c'est aussi un centre touristique majeur du pays, avec près de 4 millions de visiteurs par an. Et son centre touristique se concentre autour de 4 villes principales: Gorem, Ortahisar, Uçhisar et Avanos. Après avoir passé quelques jours à explorer les abords de la région, je viens d'arriver au cœur de celle-ci, à Ortahisar, pour récupérer un appartement où je passerai la semaine, car cette étape marque également une nouvelle retrouvaille importante pour moi. Celle avec ma maman, qui me rend visite pour l'occasion. Et nous commençons par visiter les villes du coin, les vieux centres historiques et leurs boutiques, comme celle de céramique de la ville d'Avanos, ou bien ces châteaux troglodytes qui trônent au centre de Ortahisar et Uçhisar. Mais il est facile de voir les récentes adaptations de ces villes pour accueillir le tourisme, qui les dénature quelque peu. Alors nous partons explorer ces fameuses vallées de roches volcaniques, appelées tufs, érodées par le temps et les éléments, donnant ces dentelles de pierre surnommées cheminées de fées, aux couleurs chaudes. Il y a les plus connus, comme Love Valley, Sword Valley, Ilara Valley ou encore Red Valley. Mais il y en a beaucoup d'autres, moins connus et un peu plus calmes. C'est en explorant l'une d'elles que nous faisons la connaissance de Mustapha, un vigneron du coin, guide à ses heures perdues et un brin excentrique. Alors c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'histoire de ces lieux et la situation de la région. Il nous fera visiter cette vallée, qu'il connaît comme sa poche ayant grandi ici, nous montrant des recoins et des passages atypiques au cœur des constructions troglodytes. Car c'est dans les vallées que se trouvent ces constructions tentaculaires datant de l'époque des Hittites. Offrant un lieu de vie fertile et protégé des éléments naturels, on y retrouve évidemment des habitations, mais aussi beaucoup de pigeonniers dans les hauteurs de ces vallées, servant de nichoirs et de garde-manger. Car oui, les pigeons étaient une source de nourriture importante pour ces populations. On y retrouve aussi beaucoup d'églises, dont certaines encore peintes et recouvertes de fresques dans différents styles en fonction de leurs époques. Dans le même registre, mais à une toute autre échelle, il existe des villes souterraines entières. Et nous profitons d'une journée pluvieuse pour explorer celle de Derinkuyu, la plus grande découverte à ce jour. Elle s'étend sur 8 étages, à près de 85 mètres de profondeur. Et elle est assez grande pour pouvoir abriter plus de 20 000 personnes, avec leurs réserves de bétail et de nourriture pendant des mois. Elle se compose de multiples cavernes, au rôle bien défini, reliées par de longues et étroites cavités. Pouvant être fermées rapidement, elle servait de refuge aux premiers chrétiens grecs, face aux différentes guerres et persécutions, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. À ce jour, on a découvert une quarantaine de villes souterraines de ce genre dans la région. Des découvertes récentes, parfois datant d'il y a moins de 10 ans, et les experts s'accordent à dire qu'il en resterait des centaines encore à découvrir. Dès le retour du beau temps, j'emmène ma mère pour un bivouac mémorable, au bord de Sword Valley. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Je me suis fait bloquer là-bas parce que c'est trop serré. J'ai fait une marche arrière et putain, je suis tombé dans le trou et j'ai éclaté le rétroviseur sur le rocher. Voilà, je suis un boulet. Désolé Marco. Bon ben, plus qu'à tout démonter, à recoller et à remonter. Le boulet. J'essaye de réparer ma connerie. Du jour. Les aléas. Le problème, c'est que je pense avoir ramassé tous les morceaux par terre et j'ai dû en oublier un parce qu'il manque un morceau à recoller. Voilà, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais me débrouiller. Pourquoi quitter notre appartement? Car j'ai espoir d'avoir une belle surprise au réveil. Mais en attendant, on profite d'une soirée au bord du feu. Cette matinée débute par le son des brûleurs, aux premières lueurs du jour, et d'étranges champignons lumineux émergent un peu partout dans les vallées environnantes. Puis vient le premier envol, qui ouvre un balai aérien gracieux,
car c'est aussi beaucoup pour ça que la région est connue et attire autant de monde. C'est la deuxième fois que j'assiste à ce spectacle, car quelques jours auparavant, j'y avais assisté avec Léo, un copain autostoppeur rencontré la veille. Et ce spectacle que je regarde avec mes yeux d'enfant m'émerveille. Searching for my wolf, I know she is near. Fate writes her name in my tracks, loud and clear. Where are you hiding? Where do you rest? The beat of your heart leaves no peace in my chest. Goddess, be silent or lead where I tread through silver and mist where my longing has led, never knowing what fate had in store for my soul. My journey was empty, a shallow black hole. My life was so quiet until you broke through. My wolf, my own fate, don't let me lose you. Mais c'est aussi là, dans les hauteurs de la région, que je m'interroge face à ce spectacle. Est-ce que c'est bien raisonnable? Car il faut savoir que près de 250 ballons peuvent décoller chaque jour, et que chacun d'entre eux ont brûlé l'équivalent de 200 kg de propane, transportant près de 6250 touristes par jour, et polluant 1,5 fois plus que l'avion. Et tout ça, pourquoi? Pour aller où? Et ce n'est pas tout. C'est tout le cœur de cette région de Cappadoce qui évolue radicalement depuis les dernières années pour accueillir un surtourisme croissant, transformant le coin en un mini Disneyland. Safari de 4x4, tour de quad ou même de Cadillac incessants dans les vallées, shooting photo en tout genre ou même des stands de demande de mariage à la chaîne. Et je viens de me rappeler que c'est la Saint-Valentin. Pourquoi je dis ça? Je me suis mis en haut d'une crête. Donc voilà, au-dessus, voilà, c'est magnifique, là-bas c'est Corem, c'est chouette. Et en fait, au pied, vous voyez ces petits trucs lumineux là? Un mariage, enfin, demande en mariage, 2 demandes en mariage, 3 demandes en mariage, 4 demandes en mariage, 5 demandes en mariage. Toutes ces pratiques occasionnent de sérieuses pollutions, transformant les vallées en décharges ou en circuits automobiles, causant de grandes dégradations et destruction de sites historiques. Et bien sûr, il y a d'autres dérives classiques du surtourisme, comme l'exploitation animale par exemple. Alors certes, cela crée énormément de valeur et de richesse pour la région, mais à quel prix? Et à qui va cet argent? D'après Mustapha, à la mafia de Gorem, comme il les appelle. Bref, désolé pour ce moment un peu moins fun de la vidéo, mais ces dérives font également partie de la situation de la région actuelle. Et je trouve important de remettre en question ces pratiques et leurs conséquences lorsque je voyage, en le faisant avec bienveillance et ouverture. Pour me faire pardonner, voici une petite vidéo où je me casse la gueule dans des maisons troublées. Ok, tu es prêt à repartir? Car il nous reste encore un peu de route. Désormais, il est temps de dire au revoir à ma mère et à cette région qui m'a fasciné, émerveillé, mais aussi questionné. With the sun, you are my fixed fate, the battle I've won. C'est au bord de l'Euphrate que l'aventure se poursuit. Ce fleuve iconique marque mon arrivée au bord de la région du Kurdistan. À mon arrivée, le hasard fera que je retrouverai Mathilde et Arnaud. Enfin, ils ont planté leur tente de l'autre côté du fleuve, juste ici. Mon goûter tranquille est là, qui je vois pas, au loin, en haut de la falaise. Non mais Bastien. Ce qui est marrant, c'est que vraiment on le voit, mais en fait il est de l'autre côté du fleuve, donc pour le voir il faut faire 3 heures de route. Donc on pourra pas le voir du coup. Alors pour le moment, on se contentera de quelques appels de lampes la nuit tombée. Perché au bord de ces falaises abruptes, je passerai plusieurs jours ici, et je ne tarderai pas à faire la connaissance des Kurdes. Car à plusieurs reprises, je me retrouve invité à rompre le jeûne du Ramadan avec les habitants du coin, partageant des kebabs autour du feu, des danses traditionnelles et des éclats de rire. Alors le lendemain, après avoir bien profité de cet endroit, je décide de reprendre la route. Mais en me réveillant, j'aurai droit à une petite surprise au moment de partir. Alors je change ma roue et je pars à la recherche d'un lieu tranquille où je pourrais faire la révision de Marco. Car après 10 000 km, il mérite bien un bon check-up. Et c'est au bord d'un affluent de l'Euphrate que je trouverai cet endroit. Alors il est temps d'enfiler ma combinaison et de se mettre au travail.
Après un gros contrôle, le filtre à gasoil changé, quelques réparations, le changement de ma chambre à air et la fabrication d'un système de préchauffage pour faire face au froid, Marco est prêt à reprendre la route et affronter la suite de l'aventure. Mais avant, je profite d'une nouvelle invitation. La suite de l'aventure me mènera au bord de la frontière syrienne, dans la ville de San Lior. Une ville assez conservatrice et traditionnelle, principalement habitée par des Kurdes et des Syriens. C'est un haut lieu de la religion, car c'est en son sein que le prophète Ibrahim serait né, mais aussi condamné à être brûlé vif, là où aujourd'hui se trouvent les bassins sacrés de la ville. Car la légende veut que Dieu aurait transformé les flammes en eau et les bûches en carpes, que l'on retrouve en nombre dans le bassin. Et ses habitants viennent désormais nourrir ces carpes sacrées et prier en ces lieux saints. C'est aussi là que je me suis perdu pendant des heures, dans son immense bazar couvert, l'un des plus typiques que j'ai vu jusqu'à présent. Puis c'est dans la ville de Mardin que j'arrive, une autre de ces villes importantes du sud-est du pays. Et en arrivant, je trouve deux autostoppeurs, au visage familier, qui marchent au bord de la route. Encore là. On ne se quitte plus. À peine nos regards se croisent, de grands sourires apparaissent sur nos visages, et ils sautent dans le camion. C'est donc à 3, avec Mathilde et Arnaud, que nous passerons la journée à explorer cette ville à flanc de colline, dont les origines remontent à l'Antiquité. Et la route me portera dans un nouveau lieu millénaire, aujourd'hui appelé Hasan Kef. Les ruines de cette ancienne cité, au bord du Tigris, datant de moins 1800 avant Jésus-Christ, témoignent de l'influence de diverses cultures, avec des traces d'écriture syriaque et arabe. C'est également non loin que je croiserai Ali, Ben et leurs 3 enfants, qui voyagent en famille dans leur van, et avec qui je partagerai un bivouac. Mais après 2 mois et demi en Turquie, il est temps que je prenne la direction de ma prochaine destination, en remontant vers le nord. Et très vite, je sens que le climat change, et je me retrouve de nouveau confronté à la neige et au froid. Bon bah je suis embourbé à genre 1 mètre de là où je veux me poser quoi. Sans déconner. Ça c'est con hein. Putain, j'ai plus de 4x4, je sais pas pourquoi il se désenclenche. Donc là j'ai mon 4x4 qui a sauté, qui se renclenche plus et je suis bloqué. Mais cela ne m'empêchera pas de faire quelques belles découvertes sur mon chemin. Comme le lac de Van, le plus grand du pays, où j'y passerai quelques jours et passerai des heures à longer ces 120 km de long, dans des paysages glacés au pied des montagnes. Ou encore ces collines colorées, rencontrées par hasard, et que j'ai essayé d'explorer mais sans grand succès. C'est magnifique. Moi j'aimerais bien prendre de la hauteur quoi. Et là-haut ça doit être incroyable la vue. Le problème, c'est que c'est une espèce de boue qui glisse, qui colle de ouf. Et le truc c'est que j'arrive pas à monter. Ça fait déjà plusieurs fois que je me casse la gueule. C'est quand même con quand même moi. J'y arrive pas. Ça glisse trop. Et le pire c'est que je pense pas que ça soit la remontée. Le pire, voilà, carrément. Bref. Pas sûr que ça soit la meilleure des idées. Ou ce somptueux palais ottoman, au pied du mont Ararat. C'est au pied de ce sommet mythique, cumulant à 5137 mètres, où l'Arche de Noé aurait accosté, après le déluge, que je passerai la nuit dans un décor mystique. J'adore la vallée. Donc, regardez-moi tous ces nuages là. Je suis dans les montagnes, juste là-bas là, juste derrière. Bon là vous voyez rien, mais il y a le plus haut sommet du pays, le mont Ararat. Et depuis tout à l'heure, je disparais dans les nuages, je réapparais. Et je me suis mis à côté du seul arbre. Bon aussi il y a une cabane électrique juste à côté. Et regardez-moi la vibe de cet arbre avec ces nuages. Ouais, j'adore. J'adore. Ce sont tous ces lieux, aux paysages somptueux, aux cultures et aux histoires riches, qui ont façonné ce voyage et enrichi ma vision du monde, me permettant de comprendre un peu mieux ce pays à la croisée des mondes et des époques. Mais c'est aussi en grande partie toutes ces rencontres et ces échanges qui font de cette aventure ce qu'elle est. La population de la Turquie est très cosmopolite, avec beaucoup d'ethnies et de nationalités différentes.
On y retrouve environ 70% de Turcs et 20% de Kurdes, mais aussi des minorités arabes, arméniennes, grecques ou encore juives. C'est également un pays de transit et d'accueil de beaucoup de réfugiés, syriens, iraniens, irakiens, afghans ou encore russes, qui ont fui notamment des conflits. Et au vu de sa géographie et de son histoire, on comprend vite qu'il y a eu beaucoup de brassages. La Turquie a connu une succession d'empires majeurs, débutant avec l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, jusqu'en 1453. C'est les Seldjoukides qui ont marqué l'installation turque dès le XIe siècle, après l'affaiblissement par les forces mongoles. Puis l'Empire ottoman s'est imposé dès 1299, remplaçant Byzance et dominant 3 continents jusqu'en 1922, avant de laisser place à la République de Turquie actuelle. La population est principalement musulmane, représentant près de 99% des religieux du pays, avec une majorité sunnite et une minorité alévi, environ 20% des musulmans. C'est également une population vieillissante, mais qui reste plutôt jeune, avec un âge médian de 35 ans. Et cette jeunesse souffle un vent nouveau sur le pays. La population se concentre principalement à Istanbul et sur les côtes égéennes et méditerranéennes, et a une plus faible densité en Anatolie centrale et orientale. Il existe une vraie fracture démographique, mais également sociale, entre l'Ouest plus occidentalisé et l'Est plus conservateur. Mais malgré une population très hétéroclite, il y a quand même quelques tips culturels que tu dois connaître avant d'aller en Turquie, comme des signes de la main à ne pas faire. Par exemple, le V de Pis a une connotation de rébellion et de menace, surtout si tu le retournes. Le signe OK a lui une connotation homosexuelle, pouvant offenser certains Turcs. Et enfin, ce signe de la main, c'est le doigt d'honneur turc. Si tu es invité à boire le thé, on te servira dès que ta tasse est presque vide. Et c'est compliqué de refuser, même si t'es à 2 doigts de te faire pipi dessus. Alors la technique, c'est de poser sa cuillère sur la tasse. D'ailleurs, si on t'invite à boire le thé, ce n'est pas juste pour boire le thé, c'est pour un moment d'échange et de discussion. Alors ne coupe pas court à la rencontre après avoir fini ta tasse. Ça peut être déroutant et assez mal vu. Il faut savoir que l'hospitalité turque peut être un peu déroutante pour nous occidentaux. Par exemple, on a tendance à vouloir aider son hôte, à ranger ou nettoyer. Mais ici, ça revient littéralement à dire qu'il ne range pas assez vite ou que c'est sale. Alors n'hésite pas à proposer ton aide, mais en cas de refus, contente-toi d'apprécier le moment, de sourire et de remercier. Tu feras des heureux. Il y a aussi des codes un peu moins évidents, comme veiller à ne pas montrer le dessous de ses semelles quand tu t'assois. C'est très mal poli, comme mâcher un chewing-gum pendant que tu parles ou se moucher à table. Les Kurdes sont un peuple apatride, réparti principalement entre 4 pays. Le sud-est de la Turquie, le nord-est de l'Irak, le nord-ouest de l'Iran et une partie du nord de la Syrie. La très grande majorité des Kurdes sont de confession musulmane sunnite et possèdent leur propre langue que tu entendras fréquemment en Turquie. Notamment dans la région historique et culturelle du Kurdistan. Et malgré des relations compliquées entre ce peuple et les gouvernements locaux, il n'y a aucun souci pour se rendre dans cette région, qui est sublime et fascinante. C'est d'ailleurs là où j'ai reçu un accueil formidable. Tu l'auras compris, cette aventure en Turquie a été riche en rencontres. Malheureusement, j'ai très peu d'images à te montrer, car j'ai encore un peu de mal à filmer spontanément ces moments sans dénaturer les échanges. Et je préfère me concentrer sur la rencontre que sur les réglages de ma caméra. J'espère que tu comprends. Au cours de ces 3 mois, j'ai découvert des personnes où l'hospitalité et la bienveillance font partie des fondamentaux de leur culture, qui sont heureux de rencontrer des étrangers et de partager leur culture. J'ai reçu beaucoup d'amour et d'aide, au point même parfois de me sentir un peu coupable, de recevoir autant et de donner si peu en contrepartie. Et ces rencontres m'ont profondément marqué et influencé. Et j'ai compris que la générosité est une chaîne qui s'enrichit et se multiplie en donnant. Car j'ai observé une grande générosité, que ce soit toutes ces invitations à rompre le jeûne de Ramadan, peu importe ma religion. Ces moments à boire le thé, en pleine nature avec les habitants du coin, ou même dans les stations-service. Parce que ouais, il faut savoir qu'un plein de gasoil sur 2 me prenait des heures, parce que j'étais invité à prendre le thé. Tous ces moments d'exploration, avec des personnes souhaitant simplement te faire découvrir le coin. Ou les fois où les habitants ont retourné leur village pour trouver les pièces que j'avais besoin pour mes réparations. Ou tous ces moments où il était juste impossible pour moi de payer mes achats au marché. Car ici, je l'ai bien compris, je ne suis pas un touriste, mais un invité. Mais attention, cette générosité n'est pas systématique, surtout dans les endroits touristiques. Et ce n'est sûrement pas un dû ou un acquis, car chaque Turc est libre d'inviter et d'offrir, ou pas. J'ai vraiment aimé parcourir la Turquie avec mon van, et j'ai trouvé ce pays simple et accueillant face à ce mode de voyage. La culture de la caravane, comme ils disent, est connue et tolérée. Tu n'auras aucun souci à trouver des spots de bivouac. Je peux même retrouver de nombreux caravanes-parks. La nature y est accessible, et les Turcs ont vraiment cette culture de vivre dehors, et de se balader dans les espaces naturels.
Même si, bon, ça leur paraît normal de laisser tous leurs déchets en pleine nature ou de les jeter directement par la fenêtre de la voiture. Tu trouveras de nombreuses pistes et le réseau routier est bien développé et relativement en bon état. Pour les autoroutes et certains tunnels, il te faudra une vignette que tu peux trouver à peu près partout dans les postes ou dans les banques. Mais tu peux aussi faire comme j'ai fait et payer le péage a posteriori directement en ligne. Pour ce qui est de la logistique, tu retrouveras beaucoup de stations essence ou de gaz pour remplir tes bouteilles facilement. Pour l'eau, tu trouveras très facilement des fontaines au bord de la route et dans chaque village. Et tu peux compter sur les Turcs pour t'aider à les trouver. Elle est globalement propre à la consommation, mais je filtre quand même systématiquement toutes les eaux de mon système. Côté sécurité, il n'y a aucun problème. C'est un pays très safe et la police et les militaires sont très serviables avec les touristes. Tu trouveras beaucoup de checkpoints militaires sur la route avec des contrôles fréquents, notamment à l'est du pays. Dans ces zones-là, je te conseille de ne pas rester trop longtemps au même endroit. D'expérience, les militaires ont du mal à comprendre et te demanderont souvent de partir au bout d'un certain moment. Je me suis fait signaler et prendre en photo plusieurs fois à cause de ça. Après, j'ai été dans une situation un peu particulière avec la guerre au Moyen-Orient qui s'est déclenchée. Mais globalement, je n'ai eu aucun problème de sécurité ou avec les forces de l'ordre. Et prépare-toi car tu auras sûrement fréquemment les visites des habitants du coin. Curieux et pour te souhaiter la bienvenue, échanger avec toi et parfois même t'inviter. Concernant le coût de la vie, malgré les récentes crises économiques et une forte inflation, il reste quand même bien inférieur aux pays occidentaux. Le litre de gasoil est à 1 euro, je mange facilement pour moins de 5 euros, et le thé coûte une dizaine de centimes hors des zones touristiques. Après 3 mois et 4000 km parcourus, ce pays va me manquer, et me laisser de magnifiques souvenirs. Désormais, je m'apprête à explorer la perle du Caucase. Un pays beaucoup plus petit que la Turquie, mais non moins riche en histoire, en culture et en paysages. Car ce sont les portes de la Géorgie qui s'ouvrent à moi. Là encore, une étape importante, car c'est ici que je vais préparer et faire toutes les démarches pour rejoindre l'Asie centrale, en traversant la Russie. Alors, si tu veux découvrir ces prochaines étapes de l'aventure, pense à t'abonner. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que tu as apprécié tous ces moments d'exploration au cœur de la Turquie avec moi pendant près de 3 mois. Si jamais tu veux retrouver mon quotidien sur les routes de la soie, tu peux me retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux. Je t'ai mis les liens en description. Je partage aussi pas mal d'astuces, de conseils sur le voyage et la vie en véhicule aménagé. Et si jamais tu veux soutenir mon travail et mon aventure, tu peux aussi liker et me faire tes retours en commentaire, voire même à partager l'aventure autour de toi. Ça m'aidera énormément et je te remercie. Et sur ce, moi je te dis à bientôt sur les routes de la soie.